Autour de Sociologie de l'Algérie André Nouchi. Comment Pierre Bourdieu est-il venu en Algérie? La meilleure réponse est qu'il y est venu parce qu'il y a été envoyé malgré lui pour effectuer son service militaire sous le gouvernement Lacoste qui avait remplacé Catroux, successeur de Soustelle, après la journée du 6 février 1956 au cours de laquelle le président du Conseil Guy Mollet avait reçu des tomates. Lacoste avait été nommé ministre résident à Alger, ce qui n'avait pas manqué de susciter un quiproquo, entretenu par les Européens d'Alger qui insistaient sur sa fonction afin d'alarmer les populations. Faisant référence à l'exemple de la Tunisie, où la France était représentée par un résident, il voulait ainsi signifier que le statut de l'Algérie avait été transformé, alors qu'il n'avait pas été modifié depuis 1947. À l'époque, le patron du service des liaisons nord-africaines, SLNA, c'est-à-dire le service de renseignement, était le colonel Chohen, un Alsacien, bon arabisant et bien introduit dans le monde algérien. La bibliothèque du GG, comme on nommait le gouvernement général, était alors dirigée par Émile Dermanghem, un arabisant, spécialiste de l'islam, un chrétien social de gauche, qui accueillait chez lui Jacques Berck, Vincent Monteil ou Louis Massignon. Arrive alors Pierre Bourdieu que me présente Émile Dermanghem et qui souhaitait avoir des informations sur l'Algérie. Quand Pierre Bourdieu arrive à Alger, la guerre y fait rage depuis le 1er novembre 1954 et ne cesse de s'aggraver depuis cette date. Mollet est nommé président du Conseil après la victoire du Front républicain à la fin de 1956, ce qui provoque un raidissement des pieds noirs quand ils apprennent que Catroux remplace Soustelle, rappelé en France. À la même époque, Germaine Tillon publie un petit livre, L'Algérie en 1957, édité par l'Association nationale des anciennes déportés et internées de la Résistance. Germaine Tillon a fait partie du cabinet de Jacques Soustelle et a été l'intermédiaire entre celui-ci et le Front de Libération Nationale, FLN, Yassef Sadi. Elle a quitté Alger avec Soustelle au début de janvier 1956, dans les conditions houleuses que l'on sait. Elle a eu aussi, comme ethnologue, une connaissance pratique de la vie des paysans algériens de l'Aurès. À l'époque, je terminais ma recherche de thèse, en travaillant comme attachée de recherche au Centre national de la recherche scientifique, CNRS, dans les archives et la bibliothèque du gouvernement général dont Émile Dermanghem était le conservateur. Ce dernier avait eu la gentillesse de me présenter Monteil et Massignon quand ces messieurs étaient allés le voir. Je savais que Dermanghem avait la même vision que moi de l'Algérie de l'époque et suivait ma recherche avec attention et intérêt. Durant cette période, je me trouvais dans le camp de ceux qu'on appelait à Alger les libéraux, c'est-à-dire ceux qui voulaient mettre fin à la guerre qui s'étendait inexorablement à toutes les campagnes algériennes et interdisait de circuler normalement et librement dans le pays. À ce titre, j'avais reçu la visite d'un journaliste suisse de la Tribune de Lausanne. Je lui avais confié à la fois mes préoccupations du moment sur la guerre et ma façon d'envisager l'avenir, c'est-à-dire l'indépendance de l'Algérie, même si cela soulevait de nombreuses questions. À cette époque, j'avais également déjà signé un appel des enseignants d'Alger qui dénonçaient les effets monstrueux de la politique de Soustelle. J'avais également assisté, à titre individuel, avec de nombreux collègues, à la création d'une confédération syndicale algérienne au cours de laquelle Aïssa Idir avait été élu secrétaire général, ce qui lui vaudra ultérieurement d'être assassiné, sans doute par les ultras de l'Algérie française. Je dois dire qu'à cette réunion, j'étais le seul enseignant français présent, les autres collègues s'étant prudemment abstenus. C'était aussi l'époque où, pour ne pas être coupé de la France, je recevais l'Observateur sous enveloppe cachetée, puisque le journal était interdit de facto en Algérie. Par le biais de commerçants algériens du coin, par celui de notre femme de ménage kabyle, j'avais des informations privées sur les réalités de la guerre, ignorées de la grande presse d'Algérie. Mon travail de recherche s'insérait donc dans un contexte singulier, celui d'une guerre et d'une propagande, ou d'un bourrage de crâne, nocif pour un esprit libre. Bourdieu ignorait ce versant de ma vie, comme il ignorait mon action militante constantinoise au cours de laquelle j'avais noué des relations plus qu'amicales, non seulement avec mes grands élèves de terminale, mais aussi avec les politiques et les syndicalistes locaux, par le biais de l'université populaire que nous avions créée là-bas, en 1950. Dans le cadre de la Fédération de l'éducation nationale / Confédération générale du travail, FEN / CGT. À l'époque, le préfet du département était Maurice Papon, truqueur en chef de toutes les élections. Cet engagement a-t-il contaminé ma recherche? Je ne le crois pas, car j'ai toujours utilisé à minima une documentation dont personne ne pouvait mettre en doute la fiabilité. Émile Dermanghem me présente donc Bourdieu, ce normalien,
soldat de 2e classe, affecté chez Ducournau 1, pour éviter la vie de garnison, qui était alors intéressé par les problèmes algériens et soucieux d'en connaître les tenants et les aboutissants. Je l'accueille donc et nous sortons dans le hall de la bibliothèque située au rez-de-chaussée du grand bâtiment du GG. Rapidement, il me raconte ses projets et me demande si je peux l'aider. Commence alors un long et important dialogue entre lui et moi. Hormis mes 2 patrons de thèse, Julien et surtout Druch, le géographe, c'était la première fois que je présentais mes idées à quelqu'un d'attentif à mes recherches, à mes hypothèses et surtout à mes trouvailles. Je crois que Bourdieu a été sensible à mon approche, autant sociologique qu'historique. En effet, j'avais découvert que l'organisation sociale du monde rural constantinois avait éclaté sous les effets multiples, tout d'abord du Sénatu consulte de 1863, de la loi Varnier de 1873 et des lois subséquentes de 1887 et 1897, puis du capitalisme libéral, qui avait frappé les fellahs constantinois de plein fouet. Ce fils de paysan béarnais était sensible à mes analyses de la vie rurale étalées sur la longue durée. Lui rappelait-elle ses observations relatives à son Béarn natal? Je ne saurais le dire. Nos conversations ont eu lieu non seulement dans le hall de la bibliothèque, mais aussi et surtout chez moi où Bourdieu est venu souvent dîner d'eux. Nous avions alors parlé de Lévi-Strauss qui venait de publier Triste Tropique, livre important pour comprendre les problèmes culturels en Algérie. Bourdieu m'a alors incité à lire certains ouvrages de Margaret Mead que je ne connaissais pas et qu'il avait dans ses bagages. Ce que j'ai fait, évidemment. J'avais déjà accumulé une très importante documentation, puisée dans les différents dépôts d'archives, qui contredisaient les thèses classiques sur les bienfaits de la colonisation française en Algérie. Mais je n'osais pas trop en parler, afin de pouvoir poursuivre cette recherche sans risque. Cependant, j'avais informé Bourdieu des principaux résultats déjà acquis sur la déstructuration des sociétés algériennes, kabyles, arabes, dans le monde rural. Ceci permettait de mieux comprendre la guerre menée par le FLN, même si je ne pouvais approuver les attentats perpétués à Alger, comme celui du Coq Hardy 3, qui avait défiguré certains de mes collègues. Même si je comprenais les raisons avancées par le FLN, je ne pouvais cependant pas accepter la mort de mes camarades communistes constantinois 4. En revanche, j'avais présenté au FLN, à sa demande, un papier étayé sur la création d'une union économique maghrébine, en partant de l'exemple du marché commun mis en place par le traité de Rome. Au cours de mes conversations avec Bourdieu, nous avons parlé de Germaine Thion, en particulier de son Algérie en 1957, avec lequel je n'étais pas d'accord, car elle passait trop vite et mal sur les raisons qui avaient engendré le sous-développement du monde rural et des sociétés algériennes. Ces explications me semblaient très partielles, d'autant plus que je savais 31 autour de sociologie de l'Algérie qu'elle avait été membre du cabinet de Soustelle et que j'avais assisté, incrédule, à la métamorphose de ce dernier au cours de l'année 1955. Au point qu'à son départ, au début 1956, il avait été ovationné par la foule algéroise dûment mobilisée par l'Union poujadiste, emmenée peut-être par Gouttalier. Et ce, après avoir été vilipendé lorsqu'il était arrivé, envoyé par Mendès France, tandis qu'on colportait alors, plus ou moins sous le manteau, que ce protestant cévenol était en réalité juif et s'appelait Bensoussan. J'éprouvais donc une certaine défiance envers Germaine Thion, même si je connaissais son passé de résistante déportée à Ravensbrück. Je savais aussi qu'elle avait publié une étude de qualité sur l'Aurès dans Annales, une revue qui était devenue mon meilleur aliment sur le plan des sciences humaines. Avait-elle rédigé sa plaquette à l'instigation de Soustelle? Je ne peux le dire. Je peux en tout cas affirmer que plus tard, elle n'avait pas désapprouvé. Je pense à une longue conversation téléphonique, la façon dont De Gaulle avait pris le pouvoir après le 13 mai. Je l'entends encore me dire que, dans le mouvement gaulliste, il y avait toutes les nuances de la vie politique française. Durant ces années de troubles et de guerre, Bourdieu s'est donc lancé dans sa réflexion sur les sociétés algériennes, tandis que je terminais ma thèse, à cheval sur Alger et Paris, entre 1956 et 1959-5. Quoi qu'il en soit, les nombreuses conversations, elles se sont déroulées sur 2 ans au moins, que j'ai eues avec Bourdieu l'ont aidé à comprendre la société algérienne de l'intérieur et à élaborer certains chapitres de sa sociologie de l'Algérie. Il est impossible de ne pas voir à distance combien ce livre est politique et met à mal les schémas que les sociologues de l'école d'Alger ne cessaient de diffuser çà et là, en reprenant les travaux de Feu Gauthier ou ceux de G. Bousquet sans jamais aller sur le terrain. C'est peu de dire que la sociologie de l'Algérie était sclérosée à l'époque. D'ailleurs,
Comment remettre en cause les anciens schémas alors que les étudiants algérois prenaient feu et faisaient à Mandouze une conduite de Grenoble parce qu'il avait osé regarder avec d'autres yeux les réalités de l'Algérie coloniale? Puis-je rappeler que Bousquet était venu un jour, en pleine bibliothèque universitaire, sur le coup de midi, interpeller violemment les étudiants pour les inciter à défendre l'Algérie française? Sa diatribe véhémente me choquait d'autant plus qu'il était un des bons connaisseurs du monde berbère. Les arabisants n'étaient pas mieux lotis avec Marius Canard, pétainiste militant, et H. Pérez, qui n'avait jamais caché un racisme dirigé autant contre les Arabes que contre les Juifs. Le doyen Al-Azhar, qui se piquait d'être un maître à penser en histoire de l'art, donnait rarement ses cours, car il était toujours en retard et n'avait qu'un souci, celui de ne pas déplaire à l'opinion courante. En histoire ancienne, Cantino, Léhy, Gernet maintenait un esprit d'ouverture, tandis qu'Enlodier valsait. Courtois gardait sa liberté de penser derrière son ironie. Le seul qui osait prendre le contre-pied de la vulgate historienne de la colonisation était Marcel Meury, bon connaisseur de la Roumanie rurale et découvreur des problèmes de l'Algérie coloniale. De ce fait, il était cordialement détesté de ses chers collègues. Quand sortit le petit Que sais-je de Bourdieu, il fut accueilli avec ironie et distance par ceux qui pensaient connaître la société algérienne. En effet, c'était la première analyse depuis longtemps qui tentait de saisir celle-ci à partir de réalités observables, avec ses différences profondes entre les Kabyles, berbères du centre, les Kchaouia, berbères de l'Est, les Mozabites, berbères du Sud, les arabophones, des hauts plateaux et des villes, et une description attentive des conséquences de l'acculturation, c'est-à-dire la colonisation, française et européenne. Cette sociologie relevait autant de l'anthropologie religieuse et culturelle que d'une mise en perspective de l'histoire. Elle aurait dû inévitablement susciter des réactions sur place. Apparemment, je ne suis pas sûr qu'il y en ait eu. Peut-être parce que c'était un que sais-je, donc un petit livre. Quand l'ouvrage est paru, au cours du troisième trimestre 1958, j'avais déjà quitté Alger et l'Algérie, sans esprit de retour proche. Malgré ce départ, et à cause du livre, j'ai continué ma relation avec Bourdieu, demeuré à Alger, d'où ma correspondance avec lui. Je n'ai pas gardé la copie de mes lettres. Si Bourdieu les a archivées, il serait intéressant de comparer les unes et les autres. De toute manière, et en dehors de ce qu'il écrit sur la situation politique algéroise, marquée par une évidente lucidité qu'il faudrait commenter, il n'était évidemment pas dans le camp gaulliste. Ces deux lettres indiquent une très grande attention aux réalités des sociétés algériennes. Conscient de ses manques ou de ses ignorances, il n'a pas hésité alors à me demander une aide ou des conseils, en fonction de ce que je savais sur l'ensemble des problèmes de l'Algérie coloniale. Le résultat en a été la deuxième édition, en 1961, de son Que sais-je, très différent du premier, que ce soit dans son organisation que dans sa présentation formelle. Il faudrait reprendre dans le détail les deux éditions pour suivre le cheminement de sa pensée à propos de l'Algérie. Après le 13 mai, Bourdieu est resté à Alger pour y mener ses enquêtes jusqu'en 1961. Celles-ci ont abouti à son grand livre, Travail et travailleurs en Algérie, écrit en collaboration avec K. Darbel, Jésus-Christ Rivet et C. Sebel, et reposant sur des recherches et des statistiques des années 60 qui donnent la meilleure photographie des sociétés algériennes à la fin de la guerre d'Algérie. L'étude paraît en 1963, presque en même temps que celle menée avec K. Sayad, Le déracinement, 1964. La différence entre les deux livres est importante. Le premier s'attache, chiffre à la clé, à présenter les résultats sociaux de la colonisation après 130 ans, au moment où elle s'achève en 33 autour de Sociologie de l'Algérie Apocalypse. Le second démonte les mécanismes du regroupement des paysans algériens, dont le géographe X. de Planol avait négligé les effets traumatisants dans une étude qui se voulait rassurante, Nouveau village algérois. Atlas blidéen, chinois, Mitidja occidental, paru en presse universitaire de France, PUF, en 1961, dans le cadre des publications de la Faculté des Lettres d'Alger. Planol avait en effet profité de son séjour en Algérie comme militaire pour justifier le regroupement des paysans, dont tous les observateurs soulignaient les effets dévastateurs sur le monde rural. La différence entre Bourdieu/Sayad et Planol réside dans le fait que les premiers appréhendent les effets de la guerre et de la politique des militaires sur le monde rural algérien, tandis que le second s'efforce de présenter les regroupements sous un angle rassurant de pacification et de retour à la paix. J'entends encore les réflexions amères et scandalisées de J. Drush, avec qui Planol avait travaillé,
après avoir lu ce livre sur les nouveaux villages. Il confortait ainsi mes propres réactions, car cet ouvrage ne me semblait pas refléter la réalité des faits tels que je les connaissais par mes informations personnelles. En revanche, quand est sorti le déracinement, j'en ai trouvé le ton juste et authentique. Je l'ai écrit dans un compte rendu dans Annales, comme j'ai fait part également de mon opinion sur l'importance de travail et travailleurs en Algérie, toujours dans Annales. Pour la première fois, nous disposions d'une analyse solide de la société algérienne, aussi bien rurale qu'urbaine. C'était aussi la première fois qu'on présentait un bilan irréfutable et chiffré de la colonisation française en Algérie sur le plan social. L'ouvrage confortait largement les conclusions de ma thèse, publiée en 1961 par les PUF dans le cadre des publications de l'Université de Tunis. Ainsi, le sociologue confirmait les analyses de l'historien. Après ces publications, Bourdieu allait-il délaisser l'Algérie? Pas encore, puisqu'il présentera, quelques années plus tard, ses recherches sur la Kabylie dans esquisses d'une théorie de la pratique. Il n'abandonnera pas l'Algérie, présente de manière plus ou moins diffuse dans les actes de la recherche, en apportant un soutien constant à Awal et au laboratoire de la Maison des sciences de l'homme, MSH, animé longtemps par Mameri Yassine. L'étude de l'Algérie a-t-elle contribué chez Bourdieu à une réflexion plus profonde sur l'orientation de la sociologie en général et plus particulièrement sur les rapports entre dominants et dominés? Pour ma part, je vois une évidente continuité dans son œuvre de sociologue, depuis son premier que sais-je, jusqu'à ses prises de position en politique. Impatient de débusquer les faux semblants, ne supportant plus les faux nez dont s'affublaient ceux qui battaient l'estrade publique, il n'a cessé de dénoncer derrière les mots les réalités sociales. Ce que ne lui ont pas pardonné tous ceux qui vivent de cette duplicité, et d'abord les médias. Sociologie de l'Algérie, dans sa première édition, inaugure, sur le mode modéré mais incisif, l'engagement du sociologue dans le débat politique. Peut-on affirmer que l'Algérie a orienté pour toujours la sociologie française dans un nouveau sens? Pas vraiment, car le maître à penser de la sociologie française de l'époque, G. Gurvitch, dont on mesurera plus tard les effets dévastateurs, a négligé le terrain pour des analyses théoriques. Si l'on rapproche également Bourdieu de Berck, on mesure la distance entre les deux à propos du Maghreb, le premier, soucieux d'analyses chiffrées et irréfutables, le second plus attaché à un impressionnisme séduisant, certes, mais manquant de base solide. Je songe par exemple à ce qu'il a écrit dans le Maghreb entre deux guerres, ou dans son Égypte, dans lequel il reprend l'approche de ces Arabes d'hier à demain, publié en 1959. Les vrais continuateurs de Bourdieu me semblent être peu nombreux. De ce fait, je pense que nous pouvons affirmer, sans forcer le trait, que l'expérience algérienne a été déterminante pour Bourdieu. En effet, elle l'a conduit à une nouvelle approche méthodologique des faits sociaux, non seulement dans le cas des sociétés coloniales qui ont en commun d'avoir été dominées, mais aussi dans celui des sociétés du monde contemporain, liées au capitalisme. Ce n'est donc pas un hasard si Bourdieu a été d'abord un disciple de Raymond Aron, dont on connaît les grands livres sur les sociétés industrielles et techniciennes. On comprend également pourquoi il s'est séparé de celui-ci, qui n'a pas voulu analyser les effets dévastateurs du capitalisme sur les sociétés du XXe siècle.